Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que tout le monde va bien. On va attendre, Inch'Allah, qu'il y ait un peu plus de monde. Que les gens commencent à arriver. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son et l'image sont bonnes? N'hésitez pas à me le dire en commentaire si tout va bien. Si vous m'entendez bien, que la réception est bonne de votre côté. Ok. Bah écoutez, on va rentrer directement dans le vif du sujet, Inch'Allah. Donc ce soir, on va parler investissement. On va parler investissement aux Émirats. C'est un sujet qui intéresse pas mal de monde. J'ai pas mal de gens qui viennent en privé justement me parler de ça et me demander justement conseils par rapport à ça. Donc ce que j'aimerais faire, c'est aujourd'hui faire un petit tour général justement de ce sujet-là, à savoir comment investir son argent. Et Inch'Allah, je vais essayer d'évoquer les cas différents et les différents types d'investissements qui peuvent être faits ici aux Émirats pour des personnes qui veulent s'installer ou même des personnes qui ne veulent pas forcément s'installer ou peut-être des gens qui veulent se projeter dans l'avenir ici, etc. Quoi qu'il en soit, je vais faire un petit tour de ça pour selon les différents profils et selon les différents types d'investissements. Voilà. Donc, je vais commencer dès le début. Donc, alors, il y a trois investissements principaux. Moi, de ce que je vois en tout cas, hein. Je fais encore un rappel. Ce que je dis n'engage que moi. Voilà, je suis pas un professionnel de tout ce que je parle. Mais voilà, je donne mon avis de par mon expérience, de par les connaissances que j'ai du pays, etc., etc. Donc voilà. Donc toutes les infos que je vous donne, c'est des infos qui sont subjectives, d'accord? C'est pas du tout objectif. Je donne les infos qui me semblent être, comment dire, qui semblent avoir du sens pour moi. Mais c'est à chacun de voir selon sa situation, de voir selon comment dire, sa propre expérience, sa propre personne, sa propre famille, enfin bref, chacun est différent et chacun doit prendre ses propres décisions. Mais voilà, moi je vous fais juste une petite analyse selon ce que moi je vois. Donc comme j'ai dit, il y a trois investissements principaux qui me semblent comment dire, les meilleurs aux Émirats. Ces trois investissements, c'est l'immobilier, le business passif, je vais expliquer ce que c'est, et le business actif. J'expliquerai la différence entre les deux. Donc en gros, pour moi, c'est ces trois pôles principaux pour les personnes qui veulent investir aux Émirats. Donc le premier, c'est l'immobilier. Alors déjà, ce qu'il y a à savoir sur l'immobilier, c'est que j'ai déjà fait un live, en trois parties d'ailleurs, je crois qu'il est en deux ou trois parties. Il est en deux ou trois parties, c'est un live consacré uniquement à l'immobilier. Donc j'ai parlé de l'immobilier aux Émirats, de l'investissement dans l'immobilier aux Émirats, en long, en large et en travers. Je suis rentré dans pas mal de détails, donc je vous conseille d'aller voir ce live-là pour ceux qui sont intéressés par l'immobilier aux Émirats. Il y a une sœur d'ailleurs qui a mis en ligne sur YouTube les lives que je fais sur Facebook. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, Inch'Allah, sur YouTube. Vous tapez Mimoun Abou Abdillah et vous trouverez mes lives en rediffusion voilà, sur YouTube. Donc voilà, donc déjà je vous renvoie principalement à aller vers mes lives sur l'immobilier pour ceux qui seraient intéressés par cet investissement-là. Mais je vais quand même vous faire un petit topo assez rapide, d'accord? Donc, et aussi un état actuel du marché parce que ça a un peu changé depuis le live que j'avais fait. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé, bon d'abord je vais d'abord faire un petit topo assez résumé. Aux Émirats, en général, il faut savoir que le taux de rentabilité dans l'immobilier est beaucoup plus important que dans pas mal de pays qu'on connaît. Donc je parle pour la plupart des gens
qui nous écoutent, ils se calquent par rapport à la France, par rapport au Maghreb ou par rapport à l'Afrique, etc. En général, voilà, le taux de rentabilité aux Émirats est bien supérieur à ces pays-là. Là, on est bon, avant, quand j'avais fait mon live, parce que là, ça a changé un petit peu, mais quand j'avais fait mon live, on était à peu près entre 7 et 8% de rentabilité annuelle en net. C'est-à-dire que quelqu'un qui a investi 100 000 euros en net, d'accord? Il a investi 100 000 euros dans l'immobilier aux Émirats, il récupère entre 7 et 8 000 euros par an. Voilà, net d'impôts, net de tout ce que vous voulez, net de charges, etc. Voilà. Là maintenant, ça a un peu changé. C'est plus difficile d'atteindre les 7-8%. Pourquoi? Parce que après après le confinement, parce qu'il y a eu aussi un confinement ici, même s'il était différent de celui de la France, l'immobilier a chuté en termes de location, mais pas en termes de prix d'achat. C'est-à-dire que les prix d'achat, ils ont légèrement baissé, mais les prix de la location ont vraiment chuté. Ils ont pris franchement une bonne claque, ils ont perdu je crois, 20-30%. Ils ont perdu à peu près 20-30%. Donc ce qui est énorme. Plus dans les 20%. Plus dans les 20%. Ce qui est énorme. Donc aujourd'hui, par exemple, un bien, je donne l'exemple d'un bien voilà, que je connais dans un quartier, qui est à 260 000 dirhams actuellement à l'achat. Donc après, vous allez rajouter les frais, etc., que vous allez avoir. Vous allez peut-être l'acheter à 280 à peu près. 280 000 hein, dirhams, je parle. Ce bien-là, vous allez le louer actuellement dans les 20 000 dirhams à peu près. 20 000 dirhams à l'année. Sachant que ce bien-là, vous avez 5 800 dirhams de frais, comment ça s'appelle, de copropriété. D'accord? Que vous allez payer au promoteur tous les ans. Donc, vous enlevez les 5 800 aux 20 000, il vous reste plus que 14 200. Voilà, 14 200 quand vous avez investi 280 000, et là on est à 5%. On est à 5% en net. Calculez vite fait. Hein. On est à 5% environ. Donc ça a vraiment beaucoup changé par rapport à ça. Il reste des rentabilités qui sont plus intéressantes sur Ajman par exemple. Pourquoi? Parce qu'en réalité on a comment dire, la même rentabilité en brut. C'est-à-dire que les loyers sont autour de 20 000 pour un bien que vous allez acheter dans les 260 000. Mais vous avez moins de charges à l'achat et vous avez moins de charges de copropriété. Donc c'est-à-dire que quand vous allez recevoir les 20 000, vous n'allez pas donner 6 000 au promoteur, vous allez lui donner uniquement 2 ou 3 000, d'accord, même 2 000 je crois. Donc c'est là où il y a la différence en réalité. Donc quelqu'un qui va investir pour avoir une rentabilité, une bonne rentabilité tout de suite, là en ce moment c'est plus intéressant sur Ajman. Et pas que sur Ajman, mais dans les endroits où en tout cas comment s'appelle, les charges sont plus basses, d'accord? Parce qu'à Dubaï, vous êtes à 10, 15, 20, 25, 30 dirhams du square feet, d'accord? Vous allez payer entre 15, à peu près entre 10, vous allez payer entre 10 et 30 dirhams selon les standings, selon les quartiers, etc. Mais vous allez payer entre 10 et 30 dirhams du square feet. Square feet, c'est le pied au carré, voilà, le pied au carré. Parce qu'ici, ils calculent comme ça les surfaces. Donc voilà, vous faites vite le calcul en fait par rapport à votre surface, vous faites tous ces calculs-là et vous regardez bien la rentabilité. Donc celui qui veut investir dans l'immobilier, bon, l'immobilier c'est une valeur sûre, d'accord? C'est ça qui est bien dans l'immobilier, c'est que c'est, voilà, comme on dit, investi dans la pierre. La pierre c'est quelque chose qui est assez sûr en général, d'accord? Je parle bien sûr d'un bien fini, ça je le dis aussi dans le live que j'ai fait sur l'immobilier. Ça c'est très important, n'achetez pas sur plan, n'achetez pas quelque chose qui est encore que du sable, n'achetez pas ça. Achetez vraiment un truc sérieux, un truc déjà fini ou bien qui va se finir très bientôt. D'accord? Mais n'achetez pas sur plan, c'est assez risqué et il y en a qui se sont déjà cassés les dents en faisant ça. Donc, et de toute façon vous payez plus cher en faisant ça. Donc le mieux c'est vraiment acheter un bien et il faut bien calculer ces choses-là. Vous calculez le taux de rentabilité, c'est très important. Le taux de rentabilité annuel, c'est vraiment très important. Et également, vous calculez par rapport, vous regardez un petit peu le marché dans ce quartier-là, qu'est-ce que ça a fait?
euh, quelle est la tendance, d'accord? Si vous voyez que les prix chutent, regardez bien, peut-être attendez, temporisez un petit peu, essayez de voir si c'est en train de se stabiliser, est-ce que ça va réaugmenter, etc. etc. Voilà, l'immobilier, c'est certes comment dire, un investissement qui est assez sûr, mais il y a des moyens comment dire, de faire en sorte que ça soit très très rentable, beaucoup plus rentable que d'autres, en fait, que d'autres investissements dans l'immobilier. Donc, prenez vos précautions, faites bien vos calculs, faites bien salat istikhara avant bien sûr d'acheter. Et voilà, faites bien attention à ces choses-là. Très important. Vous avez deux options quand vous achetez, quand vous achetez un bien immobilier. C'est la location annuelle. Donc là, c'est la rentabilité dont je parlais. À peu près, voilà, 6, 7, 8%, ça dépend. 5, 6, 7, 8%, ça dépend. Et ensuite, vous avez la location saisonnière. Donc vous allez louer pour les vacanciers. Vous allez louer pour les gens qui sont... Ou bien vous allez louer... Même dans les locations saisonnières, il y a plusieurs types de locations. Il y a des gens qui louent au mois et qui font payer par exemple l'électricité, l'eau, le gaz, l'internet, etc. C'est le locataire qui va payer toutes ces factures. Mais c'est de la location au mois. Voilà, ça revient... En fait, il y a une meilleure rentabilité à faire ça. En général, c'est meublé quand vous faites ça. Voilà, mais c'est quelqu'un qui va venir, qui va prendre votre logement pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois. Et ensuite, voilà, ça va passer à quelqu'un d'autre, il va payer tous les mois. Ça va pas être des contrats annuels. Voilà, donc après, sinon, vous avez la location saisonnière, plus pour les vacanciers, c'est-à-dire à la nuitée. Donc en général, voilà, c'est des gens qui restent 5 jours, une semaine, 10 jours, 15 jours, 20 jours, etc. Donc là, du coup, vous faites tout compris, dans le sens, vous faites pas payer l'électricité, vous faites pas payer tout ça. Voilà, tout ça, vous le rentrez dans votre prix en fait à la nuitée. En général, ça, c'est ce qui est le plus rentable, forcément, mais il faut encore avoir un bon taux de remplissage, c'est-à-dire il faut remplir votre logement le plus possible, premièrement, et de deux, c'est ce qui demande le plus d'investissement personnel, parce que ça va demander du travail, sauf si vous payez une agence. Il y a des agences qui le font en général. Bon, vous les payez en général, on va dire, entre 10 et 20% du chiffre d'affaires. D'accord? Donc, si vous louez par exemple pour, je sais pas, 10 000 euros dans l'année, si vous avez loué votre bien pour 10 000 euros dans l'année ou bien 10 000 euros dans le mois, ça dépend des biens, bien sûr. C'est une grosse villa ou c'est un petit studio, bref, ça dépendra. Mais voilà, on va donner l'exemple de 10 000 euros pour que ça fasse un chiffre rond. 10 000 euros à l'année, bah, vous allez lui donner entre 100 et non, entre 1000 et 2000 euros. Entre 1000 et 2000 euros à cette agence pour qu'elle puisse gérer justement votre bien immobilier et le faire, voilà, et faire les annonces sur Airbnb, faire s'occuper de tout, faire les photos, répondre aux clients, etc., etc., etc. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur l'immobilier. Comme je le dis à chaque fois, posez vos questions en commentaire, Inch'Allah, et à la fin, j'essaierai de répondre à toutes les questions. Voilà. Ensuite, vous avez le deuxième type d'investissement. Vous avez les business passifs. Le business passif, c'est quoi? En fait, c'est un business dans lequel vous allez investir en tant qu'investisseur et dans lequel vous allez rien faire. D'accord? Vous allez juste mettre des sous et c'est la personne ou les personnes qui vont gérer le business à votre place. Enfin, à votre place ou qui vont gérer le business quoi qu'il en soit. Donc, en général, vous allez vous associer avec eux. C'est des gens avec qui vous allez vous associer. Et ces personnes-là vont gérer le business de A à Z. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est quelque chose euh, qui est pas très répandu en réalité, j'ai l'impression, dans la communauté musulmane. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose de très répandu. Et pourtant, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique. Qui peut être très très bénéfique. Par exemple, ici aux Émirats, moi je donne une idée comme ça, hein. Quelqu'un qui, par exemple, voudrait faire un business, je pense que le business à faire vraiment aux Émirats qui pourrait être intéressant, enfin le business, un des business à faire aux Émirats qui pourrait être intéressant, c'est ouvrir un garage. Maintenant, les gens qui sont mécaniciens ou qui sont vraiment calés en mécanique, ça court pas les rues, entre guillemets. Bon, la plupart des gens n'ont pas ces qualifications-là. Donc, ce qui serait intéressant de faire, c'est de trouver une personne qui sache gérer un garage et qui sache faire la mécanique, ou bien la carrosserie également. Et cette personne-là aussi pourrait employer d'autres personnes. Et vous vous associez avec lui,
Donc vous associez avec lui, bien sûr, cette personne-là, bon, le mieux c'est soit de la connaître un minimum, ou soit de connaître une personne qui la connaît. Parfois, c'est pas forcément en direct qu'on connaît les gens. Ça peut être par un intermédiaire, une personne de confiance, votre frère, votre soeur, votre oncle, votre ami, votre voisin, etc., etc. Cette personne-là connaît une personne très bien, et cette personne-là, voilà, c'est une personne qui est très sérieuse, qui sait gérer un business, qui sait faire du management, qui s'y connaît en mécanique. Soit c'est une personne qui va faire la mécanique elle-même, soit c'est une personne qui va engager des mécaniciens et qui va superviser, on va dire, le travail. Donc ça peut être les deux. Ça peut être un tout petit garage, voilà, ça peut être avec un seul pont, quelques outils, quelques trucs, etc. Et travailler comme ça juste avec un mécanicien. Ça peut être ça, ou bien ça peut être tout simplement quelqu'un qui va superviser, et là ça va être un truc plus gros, qui va demander un plus gros investissement. Mais en tout cas, ça c'est un business qui peut être très très rentable aux Émirats. Pourquoi? Parce que la qualité des mécaniciens qu'il y a ici aux Émirats, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Ils sont vraiment très très peu qualifiés. C'est vraiment du bricolage. Il y a beaucoup de bricolage, beaucoup de gens qui sont incompétents. Et donc c'est quelque chose sur laquelle il y a une grosse demande. Après, je généralise pas, hein. Il y a sûrement des bons mécaniciens, etc. Mais moi, personnellement, j'ai fait l'expérience, et beaucoup de gens autour de moi ont fait l'expérience aux Émirats des mécaniciens. Et le constat, il est sans appel, c'est vraiment une catastrophe. Donc je pense que quelqu'un qui va faire quelque chose de sérieux, qui va vraiment faire un truc bien, avec des prix, voilà, parce qu'il y a aussi peut-être des garages sérieux, mais qui prennent vraiment des prix très très élevés sur Dubaï, etc. Il y a vraiment des gens qui prennent des gros forfaits, comment dire, pour les réparations et tout, pour la mécanique. Donc voilà, franchement, quelqu'un qui fait un truc avec une bonne qualité mécanique, et de l'autre côté des prix assez attrayants, pas forcément les prix des Pakistanais, des Bengalis, etc. Mais voilà, des prix assez attrayants qui seront moins chers que les autres. Ben, cette personne-là, franchement, elle pourrait vraiment bien bien se débrouiller. Rien qu'avec les Français déjà, avec les francophones, les Français ou bien même d'autres pays, hein. Mais déjà juste avec les Français, il y a vraiment du travail. Parce que même eux, moi j'en connais plein, plein, plein vraiment voilà, qui sont là, qui se disent j'ai pas trouvé quelqu'un qui est qualifié et qui a des prix intéressants. Donc voilà, pour revenir sur le sujet, business passif, ça peut être ça. Ça peut être voilà, ce genre de. Voilà, j'ai donné un peu l'exemple, mais ça peut être reproduit dans plein de sujets. Dans plein de sujets, dans plein de. Comment dire? Plein de secteurs d'activité. Donc après, c'est à chacun de voir. En fait, parce qu'il y a des gens en fait qui sont pas faits pour faire du business. Il y a des gens qui sont, c'est pas leur truc d'être dans le business. C'est des gens, c'est des salariés, ou bien c'est des gens voilà, qui n'ont pas le sens du management, qui n'ont pas le sens du business, etc., etc. Donc ces gens-là, mais ils ont de l'argent. Il y a des personnes comme ça, mais ils ont de l'argent. Donc ce que je leur conseille, moi, à ces personnes-là, c'est justement d'investir dans des sociétés. D'investir dans des sociétés, c'est très bien. D'investir dans de bonnes sociétés, bien sûr, dans des sociétés dans lesquelles on va faire un audit, on va regarder vraiment si cette société elle est viable. Voilà, faut pas faire ça non plus à l'aveuglette et donner son argent et ça y est partir. Non, il faut faire une vraie enquête, regarder bien comme il faut, enquête sur la personne qui va gérer, enquête sur le business, comment il va être fait. Entre guillemets, la personne normalement elle va te donner un business plan, c'est-à-dire que tu vas regarder un peu comment ça s'appelle, les prévisionnels, les coûts, les bénéfices que ça peut rapporter, etc. Tout ça. Bien sûr, il faut faire ces calculs. Bien sûr, ça ne sera que des prévisionnels et on saura si ça va marcher que quand on se sera lancé. Mais voilà, alhamdoulilah, c'est ça le business. C'est que des fois ça peut marcher, des fois ça peut ne pas marcher. C'est pour ça qu'on disait que l'immobilier c'est quelque chose de sûr. Parce que l'immobilier, voilà, même si demain ça marche pas très bien, la location, ou ci ou ça galère, etc., ça reste un bien. Ça reste un bien qui a une certaine valeur, et même si la valeur elle baisse, on pourra revendre. Certes, on aura perdu un peu d'argent, mais on aura revendu, on aura conservé un petit peu de son patrimoine. On n'aura pas tout perdu. Or que dans un business, des fois, on peut mettre 100 000 euros et récupérer zéro. Donc voilà, c'est le risque à prendre aussi. Mais par contre, des fois, on peut mettre 100 000 euros et devenir millionnaire. Devenir millionnaire. Parce qu'en réalité, des fois, il y a des business qui fonctionnent vraiment très très bien. Qui fonctionnent très 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 bien et qui se multiplient, etc. Imaginons par exemple, je reprends l'idée du garage, d'accord?
vous lancez un garage, d'accord? Imaginons, c'est dans l'idée de vous associer avec une personne qui, elle, va faire le management et la supervision de la mécanique, etc. Cette personne-là, elle lance un garage au début avec allez, 4-5 employés, des mécaniciens, des carrossiers, etc. Voilà, le business marche très très bien au bout d'un an, au bout de 6 mois, un an, ça marche très très bien. Et vous décidez de reproduire le business dans un autre endroit. Mais toi, tu as donné ton argent la première fois. Et en fait, bah, tu es toujours actionnaire en fait, de cette société. C'est-à-dire peut-être que tu as 30%, 50%, 60% de cette société, ou 80% même de cette société. Donc toi, en fait, le fait que cette société grandisse, eh ben, en fait, ça va te faire rapporter beaucoup plus d'argent par la suite. Imaginons qu'au bout de 3 ans, il y a 5-6 garages. Et ces 5-6 garages engendrent des gros bénéfices. Et ben, les euros que tu auras mis, enfin les euros, les dirhams, parce que voilà, on est aux Émirats, mais l'argent que tu auras mis au début dans ce business-là, il va te rapporter beaucoup plus d'argent. Donc ça peut être très très intéressant, très très lucratif. Beaucoup plus lucratif que l'immobilier. L'immobilier, en général, les plus-values, elles sont minimes. Bien qu'aux Émirats, le marché, il est très très, voilà, il est très très instable. Il bouge de haut en bas très fréquemment. Mais le business, c'est beaucoup plus instable. C'est beaucoup plus instable et beaucoup plus risqué par la suite. Enfin, beaucoup plus risqué en définitive. Donc voilà. Mais en tout cas, ça reste une idée. Ensuite, vous avez troisième type d'investissement, vous avez le business actif. Donc là, c'est quelqu'un qui va se lancer par sa propre personne, qui va se lancer, ou même avec des associés, qui va se lancer dans le business, qui va investir son argent et sa personne. Voilà. Donc là, les business actifs, ça c'est pour des personnes qui se sentent capables, ou en tout cas qui se sentent capables de faire une partie du business et qui s'associent avec une autre personne pour que cette personne-là fasse l'autre partie du business. Voilà, je donne un exemple. Une personne, elle a le sens de l'administration, elle a le sens du management, elle a la vision, etc., du business, tout ça, etc. Mais elle n'a pas le côté commercial, elle n'a pas voilà, le côté commercial, le côté vraiment vendeur pour vendre ses produits, etc., etc. Et ben cette personne-là va s'associer peut-être avec une personne qui aura ça. Et le fait que ces personnes-là s'associent, ça va faire en sorte que justement ils vont se compléter en fait l'un et l'autre. Et c'est ça qui fait des fois qu'un business peut très très bien marcher. Alors que des fois on veut se lancer tout seul, etc. Et puis au final, il nous manque justement une partie du business, enfin une partie une partie de la compétence requise pour faire ce business. Et en réalité, ça fait que le business ne marche pas. Je vais donner des exemples concrets par la suite. Mais déjà pour savoir dans quoi se lancer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là. Dans quoi se lancer dans le business? Bon, là, je vais faire un live spécialement sur le business. Inch'Allah, dans l'avenir, je le ferai, Inch'Allah. Mais pour l'instant, déjà, je vais vous donner quelques idées. Euh, Qu'est-ce qu'il faut regarder? Pour moi, il faut regarder trois choses quand on veut se lancer dans un business. La première chose, c'est savoir c'est quoi ses connaissances. Est-ce qu'on a des connaissances dans un secteur précis? Je dis une bêtise, voilà, la personne, elle veut se lancer dans un business, elle ne sait pas quoi. Cette personne-là, elle a des connaissances dans les pièces auto. Voilà, elle connaît bien les pièces auto, elle a travaillé dans ça, ou bien elle a fait des études dans ça, ou bien quoi qu'il en soit. Cette personne-là, elle a une grosse connaissance sur ce marché-là, elle sait comment ça fonctionne, etc. Elle a des connaissances par rapport à ça. Donc forcément, elle va avoir plus de facilité à se lancer dans ce milieu-là que se lancer dans, je sais pas, la robinetterie, par exemple, ou dans les tissus, ou dans n'importe quoi d'autre. Donc peut-être que voilà, ça peut lui ouvrir une porte. Ou alors, il y a la deuxième chose à regarder, c'est les compétences. Une personne qui a des compétences sur une chose, là on parlait par exemple du garage, une personne qui a des compétences en termes de mécanique automobile, bah, cette personne-là, elle va avoir plus de facilité à se lancer dans un garage que dans un business de couture ou un business de je sais pas quoi d'autre. Donc forcément, cette personne, il faut qu'elle regarde aussi ses compétences. Et la troisième personne, la troisième chose qu'elle doit regarder avant de se lancer dans un business, c'est son réseau, ses contacts. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut énormément influencer un business. Je dis une bêtise, par exemple, moi j'ai un oncle, c'est pas vrai, hein, mais c'est fictif, c'est pour vous expliquer. Imaginons que j'ai un oncle qui est, je sais pas, voilà, imaginons que je suis d'origine du Sénégal. Au Sénégal, j'ai mon oncle
comment dire, qui est fournisseur, en gros, de robinetterie. Moi, j'arrive aux Émirats, je vois qu'il y a des fournisseurs ici qui peuvent le fournir, qui peuvent fournir mon oncle avec des meilleurs prix. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais faire l'entremetteur. Je vais faire une société de ça et je vais fournir mon oncle. Et lui, il va pouvoir écouler la marchandise et moi, je vais pouvoir le fournir. Donc, en fait, c'est le fait que j'ai une connaissance. Bon, ça peut être mon oncle, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui, hein. Mais le fait que d'avoir une connaissance qui peut me permettre de faire ce business-là, ça aussi, c'est une chose qui a joué dans le choix de mon business. Donc, ces trois choses-là, elles sont très importantes. Après, des fois, on peut se lancer dans un business sur lequel on n'a aucune connaissance, aucune compétence et aucun réseau. Et ça marche. Des fois, c'est pas mathématique, hein. C'est pas des mathématiques. Donc, mais en tout cas, ces trois choses peuvent vous aider à choisir dans quelle voie vous lancez, dans quel secteur vous lancez. Voilà. Et je vais donner quelques exemples de business qui, selon moi, j'en avais déjà parlé dans d'autres lives, des business qui, selon moi, peuvent marcher aux Émirats, des personnes qui peut-être peuvent se lancer dans ces business-là. Le premier, j'avais parlé de, j'avais envoyé un post sur ça. J'avais envoyé en fait comment ça s'appelle, une annonce sur Dubizzle. C'était une annonce, et il y en a parmi tant d'autres. C'était une annonce d'une cafétéria qui est à vendre. Une cafétéria, c'est quoi aux Émirats? Une cafétéria, c'est... bon, il y a deux types de cafétéria en réalité, mais bon, quoi qu'il en soit. Cafétéria, c'est soit quelqu'un qui vend des cafés, qui vend des petits déj, etc. En général, toujours c'est emporté. En général, c'est très souvent emporté. Ils n'ont pas de place, ils ont pas de place sur place en général, mais ça arrive aussi qu'il y ait des surplaces. Il y a du surplace. Quoi qu'il en soit, c'est soit ça, soit c'est des fast-food, mais vraiment un peu populaire, quoi. C'est pas quelque chose comment dire, de standing, etc. C'est des trucs pas chers, etc. Voilà, ils vendent des shawarma, ils vendent des petits sandwichs pas chers, etc. Et vous reprenez en fait un business comme ça. C'est pas pour refaire la même chose, parce qu'en fait, c'est ce genre de business-là aux Émirats, comme les laundries, comme les coiffeurs, comme n'importe quel business, ces petits business-là, en général, c'est des business qui font très très peu de profit. Et les gens justement qui ont ces business-là, en général, ils en ont pas qu'un, ils en ont une dizaine, pour justement avoir des bons profits. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que il faut reprendre ce genre de business-là. Moi j'avais envoyé une annonce, c'était une cafétéria à vendre, elle était à 30 000 dirhams. J'ai regardé encore récemment, il y en a encore dans ces prix-là. Donc vous l'achetez 30 000 dirhams, ensuite vous refaites la carte. En fait, ce qui est bien en fait dans le fait de racheter un business comme ça déjà fait, c'est qu'en fait vous n'avez pas toute la paperasse à refaire. C'est-à-dire quand vous vous lancez, en fait, il y a beaucoup de paperasse à faire, il y a beaucoup d'autorisations à demander, surtout dans la nourriture. Il y a beaucoup d'autorisations à demander, il y a beaucoup de choses à faire. Là, en fait, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est que vous allez vous lancer. Vous allez reprendre et le lendemain, en fait, vous pouvez commencer à travailler. Donc c'est ça le plus dans le fait de faire ça. Il y a déjà, vous reprenez des machines, vous reprenez des khaddem, c'est-à-dire des employés qui sont déjà prêts à travailler. Et du coup, vous pouvez commencer directement à travailler. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je le disais, c'est que en fait, vous n'allez pas refaire ce business-là. Ce que vous allez faire, c'est reprendre ce qu'il y a autour de ce business-là, les machines, les employés, etc., le matériel, tout ça, etc., l'emplacement, tout ça, etc. Et ensuite, vous en faites quelque chose d'autre. Vous en faites une pizzeria, vous en faites des burgers gourmets, vous en faites je sais pas, du poulet braisé, vous en faites... bref, vous faites quelque chose de différent, mais quelque chose qui peut marcher. Par contre, il faut le faire au bon endroit. Ça, c'est impératif. Il faut être au bon endroit pour livrer dans les bons quartiers. D'accord? Il va falloir bien cibler vos quartiers, il va falloir bien cibler tout ça. Donc ça, c'est très très important. Mais ce business-là, pour moi, c'est quelque chose qui peut être un business à faible investissement. Parce que 30 000 dirhams, c'est l'équivalent de 6-7 000 euros. Ouais, c'est 7 000 euros à peu près. 7 000 euros, sachant que c'est négociable en général. Donc ça se trouve 30 000 dirhams, vous allez l'acheter à 22, 23, 24 000 dirhams. Ensuite, voilà, vous le refaites, vous rachetez des machines, parce que forcément, vu que vous changez le menu, vous allez avoir besoin d'autres machines pour faire cuire d'autres choses. Vous rajoutez des machines, vous allez rajouter très important, vous allez rajouter des motos pour la livraison. Parce que aux Émirats, c'est justement ça, comment je vois ce business-là, c'est vraiment un truc de livraison. C'est pas un truc de surplace, c'est un truc vraiment où vous allez livrer. Et ensuite, bien sûr, vous allez prendre aussi un budget pour la communication, parce que voilà, les tracts, les réseaux sociaux, la pub, etc., tout ça, il va falloir vraiment faire quelque chose en béton par rapport à ça. Et voilà.
Donc moi je pense à peu près 20 000 euros à peu près. 20 000 euros, à peu près 90 000 dirhams. Voilà, vous pouvez vraiment faire un truc vraiment bien. Et franchement, c'est quelque chose qui peut être très très rentable. Il faut juste bien le faire. Moi, ce que je conseille, c'est pas d'être tout seul, parce que tout seul, ça va être dur. Ça peut être dur. Et c'est de le faire à deux. Pas à trois, parce qu'à trois, j'ai peur que les revenus mettent du temps à arriver, ou bien soient pas très très élevés, et qu'au final, en fait, à 3, ça va être difficile. En fait, 3 ça va diviser les revenus par 3, ça va être un peu trop. Je pense qu'il faut être deux. Deux, et sur les deux, il faut qu'il y en ait un qui soit sur le côté un peu plus business, et qu'il y en ait un qui est un peu plus sur le côté comment dire, management du côté nourriture, du côté cuisson, du côté plat, du côté menu. Voilà. Qu'il y en a un qui soit plus du côté culinaire, voilà, et un autre qui soit plus du côté business. Celui qui est du côté business, le mieux, c'est que ce soit une personne qui parle arabe. Qui parle l'arabe, ou qui parle l'arabe et l'anglais d'ailleurs, qui parle les deux, et qui puisse animer un petit peu les réseaux sociaux, parce que ça marche beaucoup sur les réseaux sociaux ici, voilà, qui sache parler un petit peu, qui soit aussi sociable, qui sache parler un petit peu avec les gens, etc., qui sache communiquer. Et voilà, donc il faut une personne comme ça, et l'autre personne, bien sûr si elle parle l'arabe et l'anglais c'est toujours un plus, bien sûr, mais l'autre personne c'est plus le côté culinaire, le côté voilà, qui sache vraiment faire un concept que les gens ils vont aimer, etc. etc. Donc voilà, pour moi ce business-là, c'est quelque chose vraiment qui peut marcher. Donc à creuser, bien sûr. Bon, vous pouvez venir en privé me demander des infos, parce que je sais qu'en général les gens le font quand je donne des idées comme ça, mais j'aurais pas forcément beaucoup plus d'infos que ce que je viens de donner. Il faut vraiment venir sur place, faire ses propres recherches, regarder, etc. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est venir, c'est-à-dire vous prenez l'idée là, et vous venez et vous lancez direct, et vous demandez à personne. Vous demandez de conseils à personne. Non, il ne faut pas faire ça. Quand vous vous lancez dans un business, dans un pays que vous ne connaissez pas, il faut venir, dans un business que vous ne connaissez pas, il faut venir et il faut demander conseil aux gens qui savent. D'accord? Ça, c'est une règle. Il faut demander aux gens qui savent. Et les gens qui savent, c'est les gens qui ont de l'expérience dans le pays. Et qui sont peut-être dans le même domaine que vous. Et il faut venir, il faut demander conseil. D'accord? Il ne faut vraiment pas hésiter. Il ne faut pas se lancer et après dire ah ouais, regarde, j'ai fait ça, comment je peux faire pour que ça marche maintenant? Ah ouais, mais tu as déjà fait telle erreur, telle erreur, telle erreur, telle erreur. Maintenant, pour rattraper le coup, ça va être. T'as déjà perdu beaucoup d'argent. Et tu n'as plus d'argent à remettre dans ton business. Comment on va faire maintenant? Donc voilà, il y a des gens qui sont déjà casser la tronche comme ça. Donc il faut faire attention, c'est important. Et que ce soit dans n'importe quel business. D'accord? Il faut vraiment demander conseil aux gens. N'hésitez pas, moi, à venir en privé, ça ne me dérange pas du tout. Vous venez en privé, vous me demandez conseil. Si je ne sais pas, je vais vous le dire. Si je sais, je vais vous aider. Et si je peux vous mettre en relation avec quelqu'un qui va plus savoir vous renseigner sur ce sujet-là bien précis, je vous mettrai en relation. Mais ne faites pas les choses à la va-vite. Voilà. Et par contre, ne soyez pas non plus trop assisté. Ça non plus. C'est-à-dire qu'il y a l'un et il y a l'autre. Il y a les gens, ils veulent que les gens fassent les choses à leur place. Et il y a les gens qui font les choses tout seuls, mais qui demandent conseil à personne. Faut un juste milieu. Faut un juste milieu. Il faut demander conseil, mais il ne faut pas demander aux gens qui fassent les choses à votre place. Voilà, parce que des fois, j'ai des gens. Voilà, par exemple, moi, des fois, j'ai des gens qui me demandent et qui me disent ouais, voilà, regarde, comment je fais pour faire ça. Je lui ai dit, bah regarde, pour faire ça, ça coûte tant, il faut que tu fasses ça. Ouais, mais tu m'as donné les prix en dirhams, ça fait combien en euros? Déjà, ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que la personne, elle a besoin que ça soit moi qui lui fasse la conversion par rapport au prix. Ça, pour moi, c'est un problème. C'est un problème d'assistanat. Et malheureusement, on est beaucoup à être comme ça. Quand on vient de France, on est très assisté comme ça, parce qu'on a souvent en fait l'habitude d'avoir tout sur un plateau, entre guillemets, on est facilité sur beaucoup de choses, etc. Et on a trop cette habitude-là. Non, il faut savoir être débrouillard. Il faut savoir être débrouillard. Et bon, là, je parle d'un truc, c'est vraiment tout bête, hein. On va sur x.com ou sur Google, tel montant, ça fait combien en euros, et c'est bon. Donc c'est vraiment quelque chose qui dure 2 secondes. C'est pas. Si tu me demandes, conseil par rapport à l'emplacement, par rapport à si, regarde, je veux prendre à tel endroit, j'ai vu telle et telle annonce, voilà. Mais quelqu'un qui va te demander de faire les recherches à sa place pour des annonces, etc. Non. Va voir toi les annonces, regarde, tout ça, etc. Et une fois que tu as regardé tout ça et que tu hésites entre plusieurs trucs,
Là, tu viens me voir, tu me dis voilà, ou tu viens voir, c'est pas moi personnellement, c'est n'importe qui d'autre. Tu viens voir la personne, regarde, j'ai fait tel et tel truc, j'ai regardé ça et ça, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que cet endroit-là c'est mieux, etc., etc. Mais il faut pas être assisté et il faut pas être non plus tête baissée, foncer tête baissée sans prendre conseil. Voilà, c'est un juste milieu à avoir et c'est très important. Il y a un autre business qui peut marcher et il y a plein de gens qui ont failli se lancer sur ce business-là mais qui l'ont jamais fait. C'est de faire en fait ce que j'ai fait moi. Moi j'ai un business en fait de qamis personnalisable sur mesure sur internet. Et en fait la personne qui va faire ça, mais pour les femmes, cette personne-là pour moi elle va exploser encore plus que moi je gagne. Alhamdulillah. Et franchement il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Parce que c'est un business, les femmes, elles consomment beaucoup plus de abaya ou de jilbab comment ça s'appelle, que les hommes consomment des qamis. Surtout en France en ce moment, il y a beaucoup moins de qamis. Mais bref, il y a vraiment, voilà, elles le mettent, elles, tous les jours. Donc celles qui sortent avec un jilbab ou avec un abaya, elles le mettent tous les jours. Donc elles l'usent beaucoup plus, donc elles le changent beaucoup plus. Également, les femmes sont beaucoup plus dépensières. Donc elles ont plus de facilité à mettre la main au portefeuille et à dépenser pour ce genre de choses. Pour la mode, enfin pour la mode, entre guillemets, pour des vêtements, etc. Mettre plus d'argent pour ces choses-là. Je dis pour la mode, je retire tout de suite parce qu'en réalité, ça ne doit pas être des effets de mode ou des vêtements de mode. C'est des vêtements pour couvrir justement la femme, alhamdoulilah. Donc, euh, donc voilà, ce business-là, franchement, c'est quelque chose vraiment qui peut être très intéressant à faire et très rentable à faire aux Émirats. Donc voilà, je le conseille vraiment. Je le conseille vraiment. Euh, Ensuite, voilà, après, n'importe quelle personne, elle va regarder selon ses capacités, selon ses compétences, selon ses connaissances, selon son réseau, selon tout ça. Et Inch'Allah, va se lancer. Donc maintenant, pour faire une petite conclusion, avant de passer à la réponse aux réponses aux questions, Inch'Allah, pour faire une petite conclusion, donc j'ai cité l'immobilier, le business passif et le business actif. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui est entrepreneuse, et qui a de l'argent, qui a beaucoup d'argent, cette personne-là, je lui conseille d'aller dans les trois. D'accord? Pour ne pas mettre ses œufs dans le même panier. C'est très important. De ne pas avoir tout son argent au même endroit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, si c'est possible, bien sûr. Après, une personne qui a des moyens limités, forcément, une personne qui a 100 000 euros, ou qui a 50 000 euros, cette personne-là elle va avoir des choix à faire. Elle va pas pouvoir et lancer un business, et investir dans un business, et investir dans l'immobilier. Voilà, ça coûte pas 5 000 euros de lancer un business, enfin, ça peut coûter 5 000 euros en réalité, mais bon, après ça c'est un autre sujet, ça dépend vraiment des business, etc. Mais bref, ça coûte pas 5 000 euros d'acheter un appartement, ça coûte pas, voilà, donc les personnes qui vont avoir des budgets limités, elles vont devoir faire des choix. Et ça, ces choix-là, elles vont être en fonction de leur personnalité. D'accord? Une personne qui a une personnalité entrepreneuse, elle c'est mieux, et qui n'a pas de travail, et qui n'a pas de truc, voilà, qui veut se lancer aux Émirats, etc. Cette personne-là, elle va se lancer à son compte. Elle va faire un business elle-même. Et elle va mettre son argent dedans. Et elle va pas prendre d'associé. Voilà. Une personne, par contre, qui n'est pas très entrepreneuse, etc., elle, ça va être plus l'immobilier ou le business passif. Et là, ça va dépendre de son tempérament. Est-ce que c'est une personne qui aime prendre des risques, ou c'est une personne qui peut prendre des risques aussi, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas prendre de risques. Des personnes qui vont vouloir sécuriser leur argent. Une personne comment dire, qui a une famille à nourrir, voilà, qui peut pas se permettre, qui n'a pas de travail peut-être, ou qui n'a pas de revenus conséquents, etc. Cette personne-là, il va falloir qu'elle fasse attention à son investissement. Donc elle va plus aller vers l'immobilier. Par contre, une personne qui est peut-être, je sais pas, une personne célibataire qui vit chez ses parents, ou bien une personne qui a un peu plus d'argent, ou bref, une personne qui va pouvoir prendre des risques, ou qui va vouloir aussi prendre des risques, cette personne-là, elle peut aller vers le business passif. Et ça peut être très très rentable. Ça peut être vraiment très très rentable. Donc pour l'immobilier, ceux qui veulent investir dans l'immobilier, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'ai un contact ici aux Émirats. Il y a un frère, alhamdoulilah, qui est sérieux dans ce business-là et qui est de confiance. Inch'Allah, je pourrais vous mettre en relation avec lui. Comme ça, il pourra vous faire vos recherches pour l'immobilier, etc. Vous présentiez plusieurs biens, etc. Et voilà, et si vous voulez acheter, vous pouvez passer par lui. Pour le business passif, il faut essayer de trouver des personnes voilà, autour de vous, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui peuvent éventuellement être amenés à lancer un business pour vous, c'est-à-dire pour vous, ou en tout cas avec vous, mais dans le sens où c'est lui qui va tout faire.
voilà, parce qu'il a un profil plus entrepreneur que vous, etc. Mais lui, il a pas forcément les fonds, donc vous allez être les fonds, lui, il va être le côté justement entrepreneur. Ou bien, voilà, vous passez aussi des petites annonces, bon, pas de manière publique, mais des annonces autour de vous. C'est-à-dire que voilà, tu demandes à des gens autour de toi, est-ce que tu connais quelqu'un qui a besoin d'investisseurs dans son business? Tu fais passer le mot, les gens font passer le mot, et de fil en aiguille, tu vas peut-être avoir des offres de personnes qui vont te dire, voilà, moi j'ai un business, ou bien il a déjà un business qui est déjà lancé, et il a besoin de fonds pour l'agrandir, ou bien il a besoin de fonds pour lancer son business. Et quoi qu'il en soit, voilà, tu regardes son business, tu fais attention, hein, bien sûr, avant de te lancer, tu regardes bien, et après tu te lances si là ça te semble intéressant. Et voilà, celui qu'après qui va se lancer dans le business actif, bah lui, comme je l'ai dit, il faut vraiment qu'il fasse attention. C'est un pays où le business est très différent de la France. Il y a beaucoup de différences avec la France. Donc il ne faut pas se lancer à la va-vite. Il faut prendre conseil auprès des gens, comme je l'expliquais tout à l'heure. Être dans un juste milieu, pas être trop assisté et pas non plus être trop tête baissée, foncer tête baissée. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je vais maintenant répondre aux questions, Inch'Allah. Je vais voir si je les ai sur mon téléphone. Non, je les ai pas ici. Donc je vais plutôt regarder par ici. Alors, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ceux qui m'ont passé le salam. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà? Annuel fees. Ouais. Ça, c'est des mots-clés, ça, c'est pas des questions. Alors, première question. Est-ce qu'il demande des attestations en provenance des fonds? De provenance des fonds. Où on peut payer en espèces sans craindre des contrôles plus tard. Alors ici, non, payer en espèces, c'est pas un problème. Donc si vous avez de l'espèce ici, vous pouvez acheter un appartement, vous pouvez payer un business, vous pouvez tout faire la plupart des choses en espèces. Par contre, quand vous avez des virements bancaires, là oui, c'est possible qu'on vous demande d'où viennent ces fonds. Après, ça dépend comment vous les envoyez. Si vous les envoyez d'un compte à vous, par exemple, vous avez un compte bancaire en France à votre nom et vous avez ouvert un compte bancaire à votre nom aux Émirats et que vous envoyez directement les fonds dessus, là, techniquement, je pense pas qu'on va vous demander quoi que ce soit. En France, peut-être. Par contre, en France, oui, je sais qu'on va vous demander 1000 questions, on va vous poser 1000 questions. Je sais que maintenant, c'est devenu très très compliqué, justement, les virements bancaires, tout ça, etc. Donc, ouais, c'est vraiment compliqué à ce niveau-là d'envoyer ces fonds. Mais voilà, ici en tout cas, ils sont beaucoup moins regardants au niveau des fonds. Ici, on peut retirer des grosses sommes, on peut déposer des grosses sommes, on peut payer des choses avec des grosses sommes, il n'y a aucun problème avec ça. Les gens payent de plus en plus maintenant avec des chèques, avec des virements bancaires, avec des cartes bancaires. Par contre, c'est vrai que ça s'est beaucoup démocratisé. Par rapport à par exemple il y a 5 6 ans, je me rappelle, il y a beaucoup de choses qui se faisaient en cash qui aujourd'hui ne se font plus en cash. Donc c'est vrai que le cash est en train de disparaître ici aussi, mais il y a quand même encore beaucoup de choses qui se font en cash. Récemment, je connais beaucoup de gens qui ont payé des appartements en cash, 100 000 euros, etc., sans aucun problème. Voilà. Peut-on acheter à Khoen? Non. Il n'y a qu'un endroit qui est en freehold à Khoen, c'est Khoen Marina. C'est un petit quartier, mais je conseille pas, je trouve c'est pas vraiment intéressant. Je trouve pas que ce soit un investissement intéressant. Donc voilà, à Khoen, c'est uniquement les gens du GCC, les gens qui font partie du Golfe, des pays du Golfe arabe. J'aimerais bien voir ces contrats. J'ai pas compris. Si j'achète de l'or aux Émirats et que je le revends en Europe un peu plus tard. Ouais, ça peut être intéressant. Je m'y connais pas du tout en or, donc mais faut voir. Je sais qu'il y a un grand souk de l'or ici à Dubaï, à Dera. Donc il faut regarder les prix et il faut voir si c'est intéressant. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du business avec de l'or, donc c'est qu'il y a des affaires à faire, je pense. Mais je me suis jamais penché dessus. Ensuite, c'est Allah qui donne, il n'y a pas de prévisionnel. Oui, on est d'accord sur le fait que c'est Allah qui donne. Mais le fait de faire un prévisionnel comment dire, de son business, c'est en aucun cas une contradiction avec ça.
le fait de faire un prévisionnel, c'est juste le fait de voir si un business peut être rentable. Si tu fais pas de prévisionnel, comment tu vas savoir? En fait, tu vas calculer comment dire, tes frais. Tu vas calculer tes frais, que ce soit tes frais de lancement. Donc les frais de lancement, c'est-à-dire combien ça t'a coûté de lancer ton business. Imaginons ton business t'a coûté 20 000 euros à lancer. Imaginons ensuite que tu as, je sais pas, 5 000 euros de charges fixes mensuelles. Et imaginons ensuite que toi, ensuite, en fait, tu vas faire un prévisionnel de tes ventes, en fait, de ce que tu espères avoir comme vente. Il y en a beaucoup qui font trois prévisionnels. Ils font un optimiste, un réaliste et un pessimiste. D'accord? Donc en général, en fait, pour voir si le pessimiste, t'es encore dans, entre guillemets, dans tes frais. Est-ce que vraiment, avec le peu de clients que tu penses pouvoir te faire, est-ce que ça va te suffire pour payer tes charges, par exemple? Donc voilà, donc en fait, c'est simplement un prévisionnel en réalité. Mais bien sûr, tout vient d'Allah et on sait très bien voilà, que un business marchera ou ne marchera pas selon la volonté d'Allah. Pas des prévisionnels. Moi aussi, j'aime pas, mais savoir ce qu'on gagne. J'ai pas compris. Tu as parlé de garage. Dans le même secteur, penses-tu que la vente de véhicules de Dubaï vers l'Europe peut être intéressant? Acheter des lots de véhicules à Dubaï, les mettre aux normes et assurer le transport vers la France, par exemple. Oui, il y a des gens qui se sont lancés déjà dans ça. Il y a des gens qui se sont lancés dans ça. Apparemment, c'est rentable au niveau des voitures américaines. Les Mustangs, les Camaro, les Dodge, etc. Les Jeeps, etc. Apparemment, c'est pas mal rentable à ce niveau-là. Donc oui, oui, pourquoi pas. Il faut se renseigner. Par contre, faites très très attention parce que le marché de l'occasion ici, c'est très très risqué. Il faut vraiment s'y connaître dans les voitures pour acheter. Il ne faut pas acheter des voitures comme ça à la va-vite parce que tu risques d'acheter des voitures soit qui ont été accidentées, qui ont été retapées, soit des voitures qui ont des gros problèmes au niveau du moteur, au niveau de la boîte, au niveau de plein de choses. Donc vraiment faites très très attention, il y a beaucoup de magouilles, il y a beaucoup comment dire, de gens qui mentent quand ils vendent malheureusement. Bon, ça c'est vrai que de toute façon c'est mondial en réalité, les gens qui mentent en vendant des voitures. Mais là-bas c'est vraiment, voilà, je dirais que 95% des gens qui vendent des voitures, c'est des menteurs, hein, si ce n'est plus. Surtout les professionnels. Alors faites très très attention à ça. Ensuite, il y a des gens, ils ont fait des desserts pour les revendre. C'est au bout d'un an qu'ils ont remarqué qu'ils étaient perdants. Oui, bien sûr, il faut prendre, de toute façon, il faut tenir ses comptes. Quand on fait un business, il faut tenir ses comptes. C'est important. C'est important. C'est pas pour compter, être voilà, toujours sur savoir ce qui rentre, ce qui rentre pas. Non, c'est pour optimiser en réalité. C'est pour optimiser un business. Après, on n'est pas obligé de le faire. Celui qui veut pas le faire, il ne le fait pas. Mais selon moi, c'est très important de le faire. C'est très important si la personne, elle veut que son business réussisse. D'accord? On sait très bien que c'est Allah qui donne, on sait très bien que les causes, c'est la piété, c'est les doigts, tout ça, etc. Ça, on le sait très bien. Là, moi, je suis pas là pour faire un rappel religieux. Je suis là pour expliquer les causes qui peuvent être bonnes à faire pour investir son argent aux Émirats. Voilà, c'est juste ça. Donc il ne faut pas confondre les choses, c'est tout. Moi, je suis pas là pour faire pour faire ça justement. Voilà, je suis pas là pour faire un rappel religieux, je suis là pour expliquer dans les causes, par mon expérience, quelles sont les bonnes causes à faire pour arriver à un bon résultat. Tout simplement. Il y a des causes qui sont bonnes à faire. Par exemple, on te dit traverse ce pont. Traverse ce pont et tu vas arriver à bon port. Parmi les sababs qui vont te permettre de bien arriver à bon port, on va te dire ouais, fais attention à cet endroit-là, il y a une marche qui est cassée, donc fais attention à ça, va plutôt vers la droite pour pas que ça penche, pour pas que le pont y penche, etc. Bref, c'est des causes, d'accord? C'est des causes mondaines qui vont te permettre d'arriver à bon port. Mais bien sûr que la volonté d'Allah, c'est elle qui va te permettre d'arriver à bon port. Ça, on est d'accord. Mais voilà, donc c'est juste pour remettre, parce que des fois il y a des personnes qui viennent commenter justement et qui viennent dire mais oui mais tout vient d'Allah, etc. Donc ça sert à rien d'en parler. Non, on parle on parle des causes mondaines, mais bien sûr on sait très bien que avant tout c'est Allah qui donne et c'est Allah qui facilite les choses et c'est Allah qui fait qu'une chose réussit ou non.
bien sûr. La page Ijra Case a mis en place des opportunités pour pouvoir investir dans des business en terre d'islam. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Barakallahu fikum, c'est vrai que je l'avais vu ça. Donc allez voir également, ça peut être intéressant. Renseignez-vous bien, Inch'Allah, sur les personnes, de toute façon, comme dans tout, hein, dans tout, hein. Même la personne qui veut, je sais pas, si un jour je lance un business et que je lance des appels à faire des affaires à faire des investissements sur mon business, etc. Pareil, vous ne me connaissez pas, renseignez-vous sur moi, renseignez-vous sur ce que je suis en train de faire, demandez-moi les chiffres, demandez-moi les prévisionnels, demandez-moi tout ça. Et il faut le faire avec tout le monde, d'accord? Avec tout le monde, sauf peut-être avec une personne vraiment très proche en qui vous avez une totale confiance. Ça, vers l'Algérie, il y a un gros business. Ça, je sais pas c'est quoi. Alors oui, c'est faisable, ça existe déjà de Dubaï vers la France. Après, le restant de l'Europe, je sais pas. Oui, c'est pareil dans le reste de l'Europe en réalité, hein, parce que, bon, peut-être pas en Allemagne où les voitures sont beaucoup moins chères, et en Belgique aussi, mais il y a sûrement d'autres pays aussi où ça peut être intéressant. En France, il y a beaucoup de taxes, mais pas de. Ah, ouais, des fois, ouais, c'est mal écrit donc je comprends pas bien. Euh, Tu ne penses pas que le secteur de la restauration soit surchargé déjà? En réalité, ça, c'est une très bonne question. Le fait qu'un secteur d'activité soit surchargé, ou soit très chargé, parce que le mot surchargé a une connotation négative, mais qu'un secteur soit déjà très chargé, en réalité, c'est signe qu'en fait il y a une demande, il y a une grosse demande. Et aux Émirats, il y a vraiment une grosse demande à ce niveau-là. Et il y a une grosse offre aussi, il y a une très très grosse offre. Donc il y a l'offre et la demande, elle est présente. Mais en réalité, c'est un secteur tellement vaste qu'il y a encore quelque chose à faire. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire et il y a encore des clients à prendre. Parce qu'il y a tellement de demandes. Tellement de demandes. Et en fait, moi, ce que je visais dans la restauration, et ce qui me semblait être intéressant, c'est de viser les nouveaux quartiers émiratis. Pourquoi en fait? C'est des quartiers en général qui. Parce qu'en fait, les Émiratis, ils se délocalisent. Ça, je l'expliquais dans le live précédent sur les différences entre les Émirats. En fait, les Émiratis se délocalisent, c'est-à-dire que, on va dire tous les, je sais pas, tous les 20 ans à peu près, tous les 10-20 ans, ça dépend, bref, des familles, etc., ça dépend des gens, mais ils se délocalisent, c'est-à-dire qu'ils changent de quartier, ils changent de maison. Ils vont vers une maison plus confortable, plus grande, plus belle, dans un meilleur quartier. Voilà. Parce qu'Allah Mabalek, Allah, il leur a donné vraiment un pays yani avec un gouvernement qui les aide et qui leur donne beaucoup de choses et qui leur donne beaucoup de biens. Et qui leur donne voilà, des travails qui sont très bien rémunérés, qui leur offre des choses en cas de mariage, en cas de ci, en cas de ça. Enfin bref, donc Allah Mabalek, Allah il leur a donné des biens qui font que ça s'accroît en plus. Donc il y a 20 ans, ils ne vivaient pas dans le confort dans lequel ils vivent aujourd'hui, et il y a 40 ans encore moins. Mais aujourd'hui, du coup, ils vivent dans des nouveaux quartiers. Ces nouveaux quartiers, et d'ailleurs le fait qu'ils soient de plus en plus, qu'ils aient de plus en plus d'argent, c'est le fait, et ça veut dire qu'en fait, ils ont un plus grand pouvoir d'achat. Donc, qui dit plus grand pouvoir d'achat, qui dit que voilà, si on leur propose quelque chose de bien, et ben en fait, on peut vraiment se faire une bonne clientèle avec eux. Donc, et surtout, eux, c'est pas une population qui change, comme les étrangers. Les étrangers, eux, la moyenne, c'est 2 ou 3 ans, je crois, il me semble. Donc, une personne qui est là, l'année prochaine, elle va peut-être plus être là. Donc, fidéliser ces gens-là, c'est beaucoup fidéliser les étrangers, c'est beaucoup plus difficile de fidéliser les Émiratis, qui eux sont là et restent là. Ils vont pas changer de pays. Donc voilà. Donc ces quartiers-là, ces nouveaux quartiers-là, il y en a à Sharjah, il y en a à Ajman, il y en a, excusez-moi, il y en a sûrement à Dubaï aussi, peut-être, je ne connais pas très bien, mais il y en a peut-être aussi. Il y en a à Al Quwain, il y en a sûrement à Ras Al Khaimah, il y en a sûrement à Abu Dhabi, il y en a sûrement à Al Ain, etc. Ces nouveaux quartiers-là, en fait, vous allez implanter votre endroit de livraison qui sera bien situé justement pour livrer plusieurs endroits comme ça. Et franchement, si vous proposez un bon truc que ces personnes-là vont aimer, les Émiratis, et ben ça peut être très très intéressant. Et du coup, il n'y aura pas vraiment il y aura pas beaucoup de concurrence. Et c'est des gens qui commandent énormément de repas à emporter. Enfin, pas à emporter, en livraison. Ils commandent énormément en livraison. Et ils ont des familles très nombreuses. Des fois, dans une maison, donc il y a le grand-père avec la grand-mère. Après, il y a les enfants qui sont mariés avec leurs petits-enfants. Il y a vraiment, des fois, beaucoup de monde dans une seule et même maison.
Et voilà, il y en a un, peut-être il travaille, il rentre à telle heure, lui il commande, l'autre, des fois il commande tous en famille, des fois il y en a, ils ramènent des amis, après ils commandent avec leurs amis. Ils font beaucoup ça d'ailleurs, ils ont beaucoup, on va dire, cette culture arabe de justement de faire beaucoup de rassemblements. Ils font beaucoup de rassemblements justement. Donc des fois, voilà, ils se rassemblent et là, voilà, ils commandent. Et quand ils commandent, ça peut être des commandes de 200, 300, 400 euros. En dirham, ça peut être 1000, 2000 dirhams pour une seule commande de repas. Après, je parle pas de si vous vendez des trucs à 5 dirhams, hein. Là, je parle de si vous vendez des plats à 25, 30, 40, 50 dirhams. Et donc voilà, ça peut être vraiment un business très très rentable selon moi. Voilà, j'ai donné un petit peu plus de détails par rapport à ce business-là. Mais vraiment, c'est un business qui me semble pouvoir être très rentable. Allez voir les annonces dont j'ai parlé. Elles sont sur Dubizzle, mais il y aura aussi. En fait, Dubizzle, il y a très peu d'annonces en réalité par rapport à la réalité sur place. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de voir un petit peu la tendance sur Dubizzle. N'hésitez pas à les contacter sur WhatsApp. Ça, c'est un petit plan, une petite astuce pour pouvoir parler avec eux de l'étranger, plutôt que de les appeler et voilà, et de truquer votre crédit. Contactez-les sur WhatsApp. La plupart des gens, ils ont WhatsApp sur leur numéro. Donc enregistrez le numéro d'annonce et essayez de voir s'il a WhatsApp. Et s'il n'a pas WhatsApp, appelez-le vite fait, demandez-lui son WhatsApp et il va vous l'envoyer. Et comme ça, vous parlez directement avec lui et vous lui demandez les détails. Vous lui demandez plus de détails, etc. et il va vous en donner. Et voilà, ensuite, ça vous permet au moins d'avoir une petite approche. Pour ceux qui sont intéressés et qui ne sont pas aux Émirats maintenant, ça vous permet d'avoir une approche. Et ensuite, quand vous venez sur place, par contre, là, vous fouinez sur place. Vous parlez avec les gens, vous dites, vous allez voir les cafétérias, vous allez voir les gens. Est-ce que vous vendez votre cafétéria? Sinon, est-ce que vous connaissez des gens qui en qui en vendent? Tiens mon numéro, si tu connais quelqu'un qui en vend, etc. T'échanges les numéros avec les gens. Il faut se bouger. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut être débrouillard. Il faut être débrouillard. Celui qui croit que voilà, tout va se passer en un claquement de doigts, celui-là, c'est un passif. Celui-là, il vaut mieux qu'il investisse de manière passive ou qu'il investisse dans l'immobilier. Mais qu'il ne se lance pas pour lui-même. Surtout aux Émirats. Aux Émirats, il faut être débrouillard. Il faut être débrouillard et pas jeter son argent par les fenêtres. Si on veut vraiment réussir, en tout cas selon moi. Voilà. Ensuite, merci pour les recommandations. Alors, MDR grave, des vraies assiettes. Alors, ou même t'es pas fait pour être entrepreneur. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit, hein, exactement. Lisez le livre Père riche, Père pauvre de Robert Koski. Il vous donnera un bon mindset. Ok, ok. Barakallahu fik wa fikum barakallah. Amin à tous ceux qui font des doigts pour moi. Je vous remercie. C'est très gentil de votre part. Dans le secteur de la beauté cosmétique, des soins, y a-t-il de la demande? Je m'y connais très très peu dans ce secteur-là. Il y a des beauty salons, ce qu'ils appellent des beauty salons, il y en a un petit peu partout, réservés aux femmes, comme ça, il y en a un peu partout. Après, je sais vraiment pas ce que ça donne, est-ce que c'est rentable ou pas, je sais pas. Franchement, je m'y connais pas du tout. Mais à voir, à se renseigner. Tu peux voir également sur Dubizzle. Dubizzle, il y a des beauty salons à vendre. Donc ça serait bien d'aller voir ceux qui vendent ces beauty salons-là et de discuter avec eux directement. Prenez pas leurs infos pour infos véridiques. Par contre, ça aussi. Ce que je les disais tout à l'heure dans le monde de l'auto, mais c'est valable partout. Quelqu'un qui va vendre son business et qui va vous dire ouais, les chiffres c'est tant, regarde ça c'est tant, le truc c'est tant, le truc c'est tant, ça va se passer comme ça. Mais non, t'inquiète pas, ça tu vas pouvoir faire ça. Après ça va être réglé. Non, non, non. Vérifiez toutes les infos. Toutes les infos, vous les vérifiez. Ils aiment pas ça, hein, je vous préviens d'avance. Dès que vous commencez à poser trop de questions et que vous commencez à trop tarder à donner votre réponse, si vous achetez ou non, ils aiment pas ça du tout. Eux, ils aiment bien les gens qui viennent, qui posent trois quatre questions et qui achètent. Parce qu'il y a des gens comme ça, en fait. C'est justement pour ça, en fait. Et des fois, des gens, des Indiens, des Bengalis, etc., je les ai vus acheter des business sans poser de questions, vite fait, quoi. Ils prennent quelques infos comme ça, générales, et hop. Et après, des fois, le mec, il a laissé des dettes, le mec, il a laissé ça, le mec, il y a ce problème-là, il y a ce problème-là. La licence, finalement, il y a un problème avec un employé, il y a ci, il y a ça. Bref, au final, le mec, il se retrouve dans les problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vérifié les choses. Bon, après, alhamdoulilah, nous, je sais qu'en général, les gens de France, on fait attention à ces choses-là. On est plus ou moins regardant, etc. Mais des fois, on a aussi ce truc qu'on arrive dans un pays musulman et on baisse sa garde. On baisse sa garde et on se dit, vas-y, c'est pas grave, c'est un musulman, il va pas me carotter, il va pas me la faire à l'envers. Des fois, c'est voilà, c'est un mec avec une barbe, ou bien des gens qui ont l'air pratiquants, ils vont à la mosquée avec vous, etc. Entre deux négociations, vous allez à la mosquée ensemble. Ça fait en sorte que vous baissez votre garde. Il dit Alhamdulillah, il dit Subhanallah, il dit ci, il dit ça.
Mais faites attention. Faites attention, soyez sur vos gardes. Les gens mentent beaucoup. Malheureusement, on est dans une ère, dans un monde où les gens ont très peu de paroles. Sont pas, comment dire, ils sont pas, c'est pas des gens responsables. Voilà, donc ils se sentent pas responsables. Voilà. Donc ils font les choses pour mieux sentir eux-mêmes. Et après, voilà, ils vous laissent en galère. Donc faites très attention à ça. Euh, ensuite, le marché du nettoyage automobile est-il saturé? Franchement, dans l'automobile, il y a beaucoup de choses à faire. Même s'il y a déjà pas mal d'offres présentes, c'est une réalité, c'est vrai, mais la demande est très 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 forte, surtout au niveau des Émiratis. Qu'est-ce qu'ils aiment leur voiture? Franchement, c'est vraiment un peuple qui aime beaucoup leur voiture et qui franchement y accorde beaucoup d'importance. Donc, et le lavage aux Émirats, c'est quelque chose vraiment, waouh, c'est quelque chose, voilà. La voiture, s'il y a un gramme de poussière dessus, il la lave. Il la fait laver tout de suite. Et c'est pas très très cher, c'est vrai. En général, sur Umm Al par exemple, c'est 15 dirhams pour laver une petite voiture et 20 dirhams pour laver une grosse voiture, un 4x4. Bon, maintenant ça a augmenté, je crois, c'est 5 dirhams de plus. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas cher du tout. Quelqu'un qui vous lave votre voiture de A à Z pour ce prix-là, mis à part au bled, voilà, en général en France, c'est minimum 30-40 € pour faire ça. Et vraiment, c'est un mec qui vous la lave de A à Z, intérieur, extérieur, pour ce prix-là. Après, je pense qu'à Ajman, Sharjah, je pense que c'est les mêmes prix. Mais à Dubaï, je pense que c'est plus cher par contre. Mais quoi qu'il en soit, si vous donnez un. Comment dire, vous proposez un service qui est plus premium, etc. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Faire un truc à domicile aussi, ça existe déjà, hein. Un service de lavage à domicile, c'est-à-dire que les gens viennent avec leur petite camionnette et ils lavent tout à domicile, ils ont leur karcher dans la voiture, etc. Ça se fait déjà, même à Umm Al ça se fait déjà. Mais c'est pas parce que ça se fait déjà que vous, en le faisant, vous n'allez pas réussir. Et même si vous avez des concurrents qui existent déjà, ça c'est aussi une mauvaise croyance dans le business. C'est de se dire non, je peux pas le faire parce qu'il y a déjà des gens qui le font. Non. Il y a déjà des gens qui le font, ça veut dire qu'il y a déjà une demande sur ce marché-là. Et c'est moins risqué d'aller dans un business où il y a déjà une demande que d'aller sur un business où vous allez créer un nouveau truc et vous allez vouloir créer une demande. Ça, c'est certes en général plus rentable de faire ça, parce qu'en général, une fois que vous avez créé la demande, vous êtes les seuls sur le marché, et ça y est, vous êtes les premiers, vous êtes les pionniers, etc. Voilà, ça marche super bien, comme Apple avec l'iPhone, etc. Tout ça. Mais par contre, vous avez peut-être la possibilité aussi de vous tromper, et finalement, il y a plus la possibilité de se tromper en faisant ça qu'en faisant quelque chose qui existe déjà. Donc voilà. Ici, dans les pays arabes, surtout, franchement, dans les pays arabes, on le remarque parce qu'en fait, on voit que la plupart des gens, ils font des business dans un endroit où il y a déjà 1000 concurrences, mais ça ne les dérange pas. Par exemple, comment dire, les tailleurs de Qamis, ils sont tous au même endroit. Les tailleurs de Abaya, ils sont tous au même endroit. Les vendeurs de pièces de voiture, ils sont tous au même endroit. Les garagistes sont tous au même endroit, etc., etc., etc. Dans les pays arabes, c'est vraiment très répandu ça. Donc, non, je pense qu'il faut bien mesurer les choses et il ne faut pas tomber dans ce piège-là. J'ai deux questions de business. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que une boulangerie-pâtisserie française marcherait style Paul? Alors, ça existe déjà sur Dubaï. Il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup. Tout est relatif, hein. Mais il y en a quand même. Oui, ça pourrait éventuellement marcher. Je ne connais pas très très bien. Mais ça pourrait éventuellement marcher. Il faut juste le faire à bon endroit pour le proposer à la bonne clientèle, tout simplement. Il y a déjà Paul, hein, même aux Émirats, hein. Il y a Paul aux Émirats. Par contre, à ce qui paraît, ils font du congelé. Mais il y a aussi des vrais pâtissiers, des grands pâtissiers français, il y en a plein, hein. Il y en a vraiment un peu partout. Il y en a au Dubai Mall, il y en a au Mall aux Émirats, il y en a dans les quartiers. Voilà. C'est quoi le problème là? Est-ce que vous m'entendez toujours? Apparemment, j'ai un problème avec le live.